Merci beaucoup pour votre présence à la conférence CyberWatch en thème sur la gestion des vulnérabilités à l'ère de l'IA. Donc déjà faisons un petit peu connaissance. Moi du coup c'est Florian Vininger. Je suis un des cofondateurs et directeur technique de CyberWatch. La société elle a 10 ans, entreprise française. On a des bureaux maintenant aussi à l'international, notamment en Espagne. On est filiale de Framatome depuis 2022 et du coup du groupe EDF. Euh, la gestion des vulnérabilités, c'est quoi? C'est la science de la donnée sur les vulnérabilités avec pour objectif de trouver les vulnérabilités pertinentes et de prioriser les vulnérabilités au regard de votre cyberexposition. En 2025, on est à 48 000 vulnérabilités publiées, hein, donc 130 par jour, en augmentation significative. On le voit depuis 2015, hein, depuis finalement la création de CyberWatch. Je vais vous donner, la présentation se fera en deux phases. La première phase, un petit peu des données sur la gestion de la vulnérabilité, là où on en est en 2025-2026. Quelles sont les perspectives et du coup en quoi l'IA peut nous répondre à des besoins, notamment pour compléter la donnée. Et une deuxième partie sur la partie MCP pour montrer un petit peu les approches qu'on peut proposer avec CyberWatch, notamment pour vous aider à faire un plan d'action sur vos vulnérabilités. L'approche manuelle et centralisée historique, qui est souvent connue par le NVD, la National Vulnerability Database américaine, qui collecte toutes les CVE et qui les enrichit, donne un score, etc., a montré ses limites. Depuis 2024, ils n'arrivent plus à suivre le nombre de croissance de vulnérabilité. Son rôle historique, c'était de fournir un score et d'enrichir les données, c'est-à-dire de trouver les CPE, c'est-à-dire les produits sur lesquels la vulnérabilité s'applique. La nouvelle est relativement récente, elle date il y a 2 semaines. Dans la dernière conférence qu'ils ont faite, ils ont dit qu'ils mènent un combat perdu d'avance et du coup ils essayent de restructurer pour supprimer l'approche centralisée. L'approche décentralisée existe quand même déjà historiquement. On a actuellement 490 CNA, c'est des personnes, des entreprises qui sont capables d'émettre des numéros de CVE, dont une dizaine qui sont d'un niveau racine. Le niveau racine, ils ont vraiment une autorité pour émettre des numéros de CVE de façon décentralisée quand le NVD ne suit plus. Une autre nouvelle récente, de novembre 2025, si vous n'avez pas vu passer, donc il y a 2 mois, l'ENISA, donc l'agence européenne, est devenue routière. Donc là, en fait, avant, on avait une approche où la gestion de vulnérabilité était contrôlée en grande partie par les organismes américains. Là, on est aussi capable, pour l'Europe, de fournir un flux de vulnérabilité. Ça se matérialise notamment avec l'article 12 de la directive NIS2 qui demande à l'ENISA de fournir une base de données européenne de vulnérabilité. C'est ce qui est connu et qui a été publié l'année dernière et l'année précédente sur la non-EUVD pour ceux qui ont suivi. En plus de ça, avoir une base de données c'est bien, mais le problème c'est que comme il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent mettre des données dedans, on n'est pas forcément capable de prioriser de façon efficace les vulnérabilités. Pour ça, il y a beaucoup de CERT en Europe ou aux États-Unis qui fournissent un travail de qualité sur la revue des vulnérabilités. En France, on mentionne souvent le CERT-FR, mais il faut savoir qu'il y a plein d'acteurs européens qui permettent aussi de fournir un flux de vulnérabilité sur les alertes les plus prioritaires pour vous. L'avantage d'avoir une approche multi-CERT comme on le propose chez CyberWatch, ça permet d'avoir une couverture de technologies plus grande. Nous, on fait le travail de filtrer pour savoir quelles sont les technologies qui sont sur vos systèmes d'information. Et en plus de ça, on peut avoir une alerte très rapide sur, par exemple, autant le CERT-FR va nous fournir une technologie qui est présente nulle part ailleurs, par exemple GLPI, mais elle ne nous fournira pas forcément d'alerte sur des problématiques sur du SAP, sur du AX ou sur d'autres technologies. J'ai même vu, par exemple, pour donner un truc tendance, le CERT belge a émis hier une alerte sur Molbot, OpenClove, si vous avez suivi un petit peu le buzz sur LinkedIn. Donc effectivement, il y a des CERT qui peuvent émettre des alertes sur des technologies même très récentes. En plus de ça, le programme NVD, le programme CVE permet aussi d'avoir des personnes qui permettent de publier des données. Là, on a ce qu'on appelle un ADP. Là, actuellement, il n'y a que le CISA qui permet de fournir. Depuis 2024, ils ont commencé aussi à enrichir les vulnérabilités au vu que le NVD avait arrêté de manière massive la publication des CVE. C'est le projet Vulnrichment. Si vous regardez, il est disponible sur GitHub. Vous allez voir qu'il y a à peu près une dizaine de contributeurs. Si vous regardez le petit encart, c'est mon compte GitHub. Donc effectivement, CyberWatch, à travers moi, est également contributeur des enrichissements des CVE au niveau mondial.
Si je donne un exemple sur une CVE récente, là, une des dernières CVE publiées sur Mozilla Firefox, on va voir que le CNA a publié une vulnérabilité, va dire que ça touche le produit Firefox, mais n'a pas fourni de score. Là, si vous regardez en bas, vous allez voir que le CISA est repassé derrière sur cette vulnérabilité pour fournir un score CVSS pour aider à la priorisation. C'est ça qu'on appelle l'enrichissement des vulnérabilités. Et actuellement, effectivement, l'écosystème fait que c'est relativement décentralisé déjà par nature. Néanmoins, face à l'augmentation colossale du nombre de vulnérabilités, ça ne suffit pas de manière, on va dire, pour surveiller tout le spectre. Pourquoi? Parce que 48 000 vulnérabilités, ça fait beaucoup. Et on a développé, par exemple, chez CyberWatch, des modèles qui nous permettent de consolider à partir de toutes les données publiques. Et on a permis d'enrichir et d'identifier automatiquement les CVE, c'est-à-dire le CPE par contre des CVE, afin de détecter sur quel produit ça applique à CVE. Là, on remarque par exemple sur 2025, sur les 48 000 vulnérabilités, il y a plein de vulnérabilités importantes, par exemple sur Microsoft, sur ces enjeux-là, mais il y a aussi des vulnérabilités sur peut-être des librairies, des choses un petit peu plus exotiques, qui ne sont pas forcément couvertes bien par les CERT ou la recherche fondamentale. Par exemple, là, on va voir sur les 48 000 vulnérabilités, 13 000 vulnérabilités ont fait l'objet d'enrichissement automatique par IA de notre côté, avec un taux de faux positifs relativement faible. Ça, c'est un algorithme propriétaire qu'on a développé et qui nous permet d'enrichir à la volée, à l'échelle de l'heure, les vulnérabilités. Si je donne un exemple, une des vulnérabilités, je l'ai pris pour la présentation, je l'ai fait vendredi. C'est une vulnérabilité qui était datée de vendredi. Je l'ai regardée encore hier soir. Elle n'était toujours pas publiée sur le NVIDIA. On va voir le nom de la vulnérabilité. On va voir qu'elle a été reçue par le NVIDIA. On aura un score parce qu'il a été fourni par le CNA ici, GitLab. Pardon. Mais par contre, on n'aura pas d'informations sur quel produit exact ça touche, notamment le code CPE. Ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et pour certaines vulnérabilités, ça ne sera jamais fait. Là, on est aussi limité, c'est-à-dire qu'on va avoir uniquement un lien, si on va sur l'encyclopédie NVIDIA, qui va être une page GitHub qui tombe sur un 404, parce que la page, elle est privée, donc en fait, on n'a même pas d'accès à l'information pour savoir sur quelle vulnérabilité, sur quel produit touche la vulnérabilité. Ce que fait le moteur CyberWatch pour vous, vous voyez que le CNA a émis par exemple ici un avis sur un vendor qui s'appelle Arcadia Technologies LTC sur le produit Craft Controller. Seulement ça, ce n'est pas une CPE nomenclaturée qui nous permet de détecter facilement les vulnérabilités. La CPE historique qui a été utilisée par ce produit dans les CVE précédentes qui ont été trouvées, c'est Crafty Control en tant que vendor et le produit Crafty_Controller. Le fait d'avoir l'information exacte avec la bonne CPE nous permet de trouver la vulnérabilité. Et ça, on est à peu près... Il y a plusieurs acteurs du marché qui essayent de le faire, mais on est un des plus réactifs sur ce sujet-là. Donc ça, c'est pour vous montrer en quoi l'IA nous aide à consolider les données pour avoir un spectre plus large sur l'ensemble des vulnérabilités. La deuxième partie de la présentation, ça va être sur la partie MCP. La partie MCP, c'est quoi? On va avoir historiquement une approche pour interfacer plusieurs outils qui va être pilotée par une API REST, assez classique. La nouvelle approche qu'on pourrait proposer en 2026 qui permet de faire une approche, on va dire, no-code, c'est de fournir un serveur MCP dans CyberWatch, éventuellement dans d'autres outils, et de permettre de faire votre workflow de gestion de vulnérabilité. En particulier, récupérer les informations présentes dans la base CyberWatch pour pouvoir après ouvrir des tickets enrichis sur vos systèmes tiers. Si je fais une démonstration rapide. Hop. Pour là, j'ai pris Cloud et un CyberWatch. Donc il suffit d'intégrer dans les applications, comme vous intégrez par exemple votre SharePoint, etc., dans votre OpenAI, dans votre Copilot, etc. Vous pouvez intégrer le serveur CyberWatch et là vous pouvez lui poser des questions. Donne-moi les CV récentes sur Fortinet. Là, ce qu'il va chercher, c'est qu'il va chercher les CVE et on va voir qu'il va utiliser les outils CyberWatch présents pour pouvoir avoir un petit peu le même rendu que vous allez trouver sur la page qui est le logiciel CyberWatch. Si vous avez fait la même recherche sur un LLM classique, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, par défaut, il va aller chercher sur Internet. Je peux vous faire la démonstration, je pense que je l'avais faite. Ça doit être... non, ça c'est... Hop. Dernière CVE Fortinet. Ce qu'on va trouver, ça va être des vulnérabilités. Ici, on va trouver la CVE 2025, etc., qui a été publiée en pratique au mois de décembre. Donc on a plus d'un mois de retard parce que les recherches web, en fonction du référencement, etc., ne donnent pas forcément les vulnérabilités en temps réel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est trouver la vulnérabilité de 9.8 qui date du 27 janvier, pas du mois de décembre, parce qu'il
Il y a eu une alerte Sysakev, Emit, etc. sur le produit Fortinet la semaine dernière. On veut avoir les dernières vulnérabilités. Donc là, hop, si on revient sur nos outils MCP, normalement il a fini ce truc. Il nous a trouvé effectivement l'alerte publiée le 27 janvier qui concerne ces produits, qu'elle nous dit que c'était ajouté au catalogue Sysakev. Différents certes en ont parlé, notamment le belge, l'espagnol et l'allemand. Il va nous indiquer quelques contextes. Bon là il ne m'a pas donné les machines. Est-ce que la CVE 2026 24 858 présente sur mon parc? On peut l'interroger. Comme il a l'accès à tout le parc, à toutes les données de CyberWatch, il va nous faire le résumé pour savoir sur quelle machine c'est affecté, quels sont les CVE qui sont concernés, etc. Bon, avec la vitesse de l'Internet et des LLM. Tac. Ah, c'est bon, il est bon. Je vais vérifier. Ok, il va chercher. Je l'autorise. Ok, donc il nous a trouvé 6 actifs qui sont des FortiOS, 3 actifs qui sont des FortiAnalyzer, 3 qui sont des FortiManager et un FortiWeb. Normalement, la somme devrait faire 13, qui est le nombre d'actifs qu'on a dans l'interface CyberWatch. Il va nous donner le niveau d'urgence de la vulnérabilité et il va nous proposer une action de remédiation. Sur la partie Fortinet, ça se passe par la migration passera par votre FortiCloud, etc. pour pouvoir propager vos mises à jour automatiquement. Si je donne un exemple, par exemple sur un système, on va dire un serveur Linux, hop. Là on peut aller un petit peu plus loin pour l'analyse de la machine. Je vais faire une nouvelle conversation. Bon, ça c'est l'effet démo, mais c'est aussi la magie des fois des conversations qu'on peut avoir avec nos LLM, c'est que de temps en temps, ils ne nous donnent pas exactement l'information du premier coup, mais en pratique, quand on sait ce qu'on cherche, ça marche dans tous les cas. Hein. Donc là, il va nous trouver différentes informations sur le système, il va nous dire qu'il y a X vulnérabilités, donc 13 de niveau critique ou haute, et il va les classer pour commencer à les chercher. Et si jamais on peut lui dire, ok, il va nous donner sous différentes formes, il va nous donner les packages disponibles, donc là on peut les avoir aussi ici. Hein. Hop, si j'élargis un petit peu, hop. On va retrouver les mêmes types de packages. Il me dit que tout est mis à jour, toutes les mises à jour on peut les faire par CyberWatch et qu'il n'a pas trouvé de CVE qui sont prioritaires. Effectivement là sur le niveau de CVSS, elles ne sont pas marquées comme prioritaires dans CyberWatch. Je pourrais éventuellement changer le mode de priorisation pour qu'elle soit. Par contre, il me dit que c'est recommandé de patcher les CVE critiques supérieurs à un score de 8. Maintenant qu'on va le dire, ok, patch les paquets qui ont une CVE critique. Là, normalement, il a trouvé 4 paquets qui sont intéressants pour lui. Il va essayer de déployer les mises à jour. Tac, donc là, on va voir au-dessus, vous avez correctifs planifiés. Donc, il vient de planifier et il a décidé de patcher tous les correctifs qui étaient là, qui représentent ceux où il y avait les CVE avec le score CVSS le plus élevé. Il va nous dire, ok, chouette, j'ai déployé cette package. Il nous fait le résumé et il va nous donner éventuellement les prochaines actions à appliquer en termes de plan de remédiation. Donc voilà ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est une alternative à faire des scripts d'API pour répondre à vos workflows. Vous pouvez automatiser des choses en langage naturel depuis votre client LLM, qui vous permet de faire un agent qui va revenir tous les jours pour dire ok, fais-moi la synthèse des vulnérabilités qui sont récentes, qui viennent d'arriver sur mon parc. Est-ce que j'ai des actions à prendre, etc. Il va vous faire le résumé de façon intelligible automatiquement, en plus de ce qu'on peut déjà retrouver pour ceux qui sont plus familiers avec CyberWatch, avec le produit sur toute la partie interface web.
Ok, la démo s'arrête ici. Là, je vais vous prendre les questions si vous en avez ou si vous voulez qu'on essaye un autre prompt pour, pour s'amuser. Oui. Euh, Nous, on est vraiment sur le cœur de métier, c'est la sécurité au niveau de l'infrastructure. Donc là, on va se connecter plutôt sur vos postes de travail, sur vos serveurs, sur vos équipements réseau, etc. On est quand même capable aussi d'avoir tout un volet plus Synapse au niveau de la partie Docker, etc. Donc là, la question, c'était sur est-ce qu'on a fait de l'analyse statique de code, enfin de l'analyse de librairie sur le code. Euh, donc là, la question précise, c'est est-ce que l'IA peut faire l'analyse de code et utiliser les données de CyberWatch pour, pour prendre en compte les sujets. Je pense on s'éloignerait un peu de la démo et là, comme on a que 2 minutes, ça va être un petit peu tendu pour le faire. Mais je pense que si j'utilise Cursor, qui va être un éditeur on top de VS Code, qui a déjà un agent, etc., où on peut effectivement, j'ai déjà dans le cadre de test, on l'a déjà fait, intégrer le MCP CyberWatch. Je pense qu'on est capable de fournir, si vous avez par exemple un YarnLock, un Gemfile, etc., qui vous fournit les librairies qui sont présentes, on peut lui demander de faire l'analyse pour savoir les CPE et les CVE qui sont présentes et les prioriser. Traduire ces questions qui nous intéressent dans le cadre de l'infrastructure. Dans le cadre de l'infrastructure, on va avoir des développements qui vont être poussés sur notre infrastructure en tant que produit. Est-ce que par contre, l'analyse du contenu des librairies installées avec, etc., du coup là on reste vraiment dans le package, entre guillemets, va pouvoir être produit avec des CNS sans se reposer, parce que là on voit que ça se repose sur des librairies qui viennent de repository, des packages officiels, sans se reposer sur la partie Docker. Est-ce qu'il y a aussi de l'analyse au niveau fichier pour détecter que c'est des librairies et remonter à des CSV? C'est bien des CSV. Là, c'est des problématiques qu'on a adressées, donc la partie ouais, sur la partie librairie. Là. Enfin, on va dire l'incident de sécurité qui a fait le plus de bruit sur ce sujet-là, c'est la partie Log4Shell, où effectivement l'enjeu est effectivement on est capable de déployer des scripts qui vont aller chercher plus loin en décompressant même les librairies, les jars, les war pour aller chercher la librairie historique là, de Log4Shell pour avoir la nomenclature sur ces librairies-là. Donc dans un cadre on va dire de Java, etc., on sait le faire. Ça va dépendre aussi du package manager, enfin du type de paquet, ça peut sur du NPM, sur du Python, etc. Il va y avoir différentes stratégies. Ouais. Sur quel type de techno sur... Ça peut être n'importe quoi. On peut avoir des librairies qui sont embarquées avec des projets en C, on avoir des librairies Java, on peut avoir des applications commerciales qui viennent s'installer. Ces applications commerciales, elles s'intègrent, c'est des librairies. J'ai rien de tout ça dans mes packages manager. Oui. C'est vrai qu'il y a encore quelques petits trous dans la raquette. Néanmoins, on a quand même une capacité sur les environnements qu'on arrive bien à analyser. Là, on va aller vraiment sur le système de fichiers, par exemple sur la partie Docker. Pourquoi? Parce on récupère carrément l'image chez nous, qui nous permet d'avoir un environnement de bac à sable pour faire une analyse complète, ce qui est beaucoup plus simple que distribuer sur tous nos agents, parce qu'on ne veut pas augmenter trop la charge des serveurs si on doit broser tous les disques. Là, par contre, on va même aller chercher des conteneurs qui peuvent être shellless, donc qui lancent juste un binaire Go. On va décompiler le binaire Go pour chercher tout le tracing des librairies qui ont permis de construire. Donc là, on peut aller assez fin sur certaines technos et sur certains sujets. Je connaissais pas bien votre solution. Vous fonctionnez uniquement via des agents avec des services qui sont chez vous, ou est-ce qu'on peut avoir complètement le côté intelligence qui sont installés sur des serveurs en interne chez nous, dans des réseaux déconnectés? Donc là, hop, si on revient, ouais, je vais juste faire la petite slide annexe pour comme ça on a la partie architecture. Enfin, après, au plaisir de venir sur le stand hein, pour avoir les informations. Ce qu'il faut savoir, CyberWatch, on est essentiellement on-premise. C'est-à-dire chez l'essentiel de nos clients, on est on-premise, déconnecté, tout ce que vous voulez. On est capable de faire du SaaS, hein, ça n'empêche pas sur un modèle qui fonctionne aussi.
Comment on supervise les actifs? Ça va être du agent ou sans agent. Donc là, on va être, si on met des agents sur du Linux, Windows, tout est packagé, Mac, etc. On peut aussi faire du sans agent. Là, ça va être plutôt des protocoles, on va dire SSH, WinRM, SNMP. Sur des architectures cloud, on peut aussi aller sur du SSM pour AWS. Donc là, on utilise juste les API AWS ou Azure pour faire de l'exécution et capturer les informations. On a un module aussi gestion des conformités qui nous permet de vérifier vos configurations en place, donc toutes les GPO en place, les partitionnements, le fait que vous connectez sur les systèmes, comment on se connecte sur les systèmes, les comptes utilisateurs qui ne sont pas forcément déployés. Le périmètre couvert, on a toute une liste assez exhaustive de votre système d'information. Ça veut dire la partie concours, ça fait facilement tout ce qui est CI/CD pour de l'analyse des CI/CD des conteneurs utilisés. Donc sur la partie CI/CD, même si c'est un petit peu daté parce que c'est 1 an et on a fait beaucoup de progrès entre temps, on a un webinaire qui est disponible sur YouTube, vous le trouvez rapidement, qui nous montre la capacité. Donc là on s'intègre sur les CDCI, sur du GitLab, sur du GitHub, sur du Jenkins, où on peut lancer l'analyse de vulnérabilité à ce moment-là. D'autres questions? Merci pour votre attention. Merci beaucoup.